Bonsoir et merci d'être avec nous comme tous les lundis pour l'indice C'est politique sur LCP et bonsoir Manon Aubry. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau. Je ne suis pas tout seul face à vous ce soir. Je vous présente tous ceux qui vont vous interroger face à vous et à mes côtés. Hervé Gattegno pour Radio Classique. Bonsoir Hervé. Bonsoir Rémi Clément. Bonsoir. Rémi de Challenge. Bonsoir Elsa Mondagava pour LCP. Et bonsoir Hugo Couturier. Hugo au perchoir avec la chaîne Twitch LCP Assemblée Nationale que vous suivez en temps réel pour nous faire remonter les questions, les interrogations à destination de notre invité Manon Aubry. On va parler de beaucoup de choses avec vous aujourd'hui, de dossiers européens par exemple, parce qu'il y a aussi des sujets, le Mercosur par exemple, notamment. Et on en parlera aussi en fin d'émission de l'agriculture avec notre invité, parce que c'est le salon de l'agriculture. Parce que les agriculteurs manifestent depuis des mois et se posent des questions sur leur avenir, qui dépend beaucoup de la PAC, la politique agricole commune européenne. Les nouvelles générations se demandent de quoi leur avenir sera fait. Vous donnerez votre point de vue, vous échangerez avec lui, vous aurez peut-être parfois des points communs, on verra. Ça fait une semaine maintenant que la mort de Quentin Derengue, 23 ans à Lyon, anime la vie politique française. La France insoumise se retrouve sous le tir croisé de ses opposants, mais aussi d'une partie de la gauche, le PS notamment, qui lui reproche de ne pas avoir pris ses distances avec Raphaël Arnaud, fondateur de la Jeune Garde, dont l'assistant parlementaire est mis en examen. Ce matin encore, François Hollande a estimé que votre parti, mais surtout Jean-Luc Mélenchon, a fait une double faute et s'est disqualifié. Il ne peut plus essayer d'être le candidat qui peut porter ce qu'il pensait être la gauche au second tour. C'est fini. Ça ne peut plus être lui. Et ça ne peut plus être lui, c'est terminé. Il est dans une forme de marginalité politique. Il s'y est maintenant complet, il y restera. Manon Aubry, là vraiment, le divorce est consommé entre François Hollande, le PS, on va dire, et la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, entendre des leçons sur la gauche venant de celui qui a mis la gauche à terre, qui était tellement impopulaire à la fin de son quinquennat qu'il a été incapable de se représenter, vous voyez, je me passe de ces brevets de respectabilité. Au-delà d'analyse politique, c'est l'affaire, j'allais dire, de Lyon qui fait que ce fossé se creuse. En réalité, le fossé, et vous êtes un fin observateur de la vie politique française, le fossé, il s'est creusé sur l'attitude à avoir vis-à-vis du gouvernement de Sébastien Lecornu, que le Parti socialiste a refusé de censurer à plusieurs reprises, et ce alors que notre programme commun sur lequel on était tous engagés était une rupture avec le macronisme. Donc dès lors que les partis socialistes, et je le regrette, a fait le choix d'être la forme de bouée de secours du macronisme, dans ces conditions, oui, il est compliqué de faire chemin commun. Et je suis la première à le regretter. Est-ce que vous diriez que le PS, François Hollande par exemple, récupère l'affaire Quentin Derengue pour cliver encore plus ? Écoutez, je vais essayer de ne pas m'abaisser aux commentaires politiques que j'ai beaucoup entendus ces derniers jours, qui consistaient à instrumentaliser cette affaire. Et parce que je regrette. Est-ce qu'il l'instrumentalise là ? Il est évident que certains se servent de ce drame tragique. Certains, dont François Hollande, se servent de ce drame tragique pour essayer d'affaiblir la France insoumise, de les disqualifier, de nous calomnier. Ce ne sera pas la première tentative, ce ne sera pas la dernière tentative, mais je crois que dans ce moment de bascule, parce que je crois que la semaine dernière marque aussi un moment de bascule dans la vie politique française, quand vous avez des personnes qui, à visage découvert, défilent dans les rues de Lyon et font des saluts nazis, procèdent à des insultes racistes, homophobes, le tout sans que ce soit interdit, et le tout soutenu d'une manière ou d'une autre par un certain nombre de formations politiques, je crois que dans ce moment de vérité, il est de notre devoir et de responsabilité, dans notre courant historique de la gauche, de choisir notre camp, et notre camp restera toujours celui de l'antifascisme. On va revenir sur ce qui s'est passé à Lyon samedi, mais d'abord, parmi les autres réactions, celle d'Aurore Bergé, ministre de l'égalité femmes-hommes, qui estime que la France insoumise est désormais un parti anti-France. Quand vous entendez ça, comment vous réagissez ? Vous voyez que dans le même temps où on est en train de diaboliser la France insoumise, on est quelque part en train de banaliser l'alliance des droites. Parce que en même temps que la déclaration d'Aurore Bergé, vous avez la même déclaration de Jordan Bardella qui tente de faire un cordon sanitaire qui exclurait la France insoumise. Et donc, on est en train de vivre à front renversé. Alors que le fascisme et les néo-nazis n'ont jamais été si forts dans notre pays, n'ont jamais été si puissants, à ce moment-là, on exclurait du champ politique les premiers antifascistes que nous sommes. Quand je vous pose cette question, je pensais que vous alliez réagir sur le mot anti-France.
Bah, écoutez, Mais non. je pense qu'il y a une stratégie politique plus large derrière. Non, mais anti-France, vous voyez à quoi ça fait Je référence? vois très bien à quoi ça fait référence et je pense que Aurore Berger serait un peu mieux informée que de commenter la stratégie politique de sa propre formation politique plutôt que de donner des brevets de anti-France ou pro-France avec toutes les références historiques que ça peut avoir. Mais oui, mais je pensais franchement, sincèrement, que vous alliez réagir plus que ça. On a l'impression que là, vous avez plutôt envie de tamiser les choses. Non, ce que j'ai envie, c'est de sortir par le haut d'une séquence politique qui, je crois, est en train de brouiller tous les repères. Donc c'est bien ce que je dis. Vous êtes dans une stratégie de bon, on va éviter de rajouter de la polémique à la polémique pour que ça passe. Non, je mesure la gravité du moment. Je vous raconte ça aussi parce que la semaine dernière, j'ai fait plusieurs réunions publiques aux quatre coins de la France. J'étais à Nice, au Havre, à Fréjus, en terre Rassemblement National. Et vous savez, j'ai plusieurs militants qui sont venus me voir à la fin de ces réunions publiques et qui étaient en pleurs. Et qui m'ont dit, vous savez, on a peur. J'ai peur parce que je suis un LGBT. J'ai peur parce que je suis une personne racisée. Et que dans ce moment, tous ceux qui ont tenté de mettre à terre la France insoumise et qui, en faisant cela, nous ont mis une cible dans le dos ou une lourde responsabilité. Et donc, moi, j'essaie dans cette période d'être extrêmement claire dans mes propos, dans la stratégie politique qui est la nôtre, mais aussi qui est de ne pas en rajouter. On entend bien qu'il y a quelque chose qui est... Au-delà de ça, faut que ça passe. non, c'est pas pour que ça passe, parce que je vous l'ai dit, ce moment est très singulier, le moment que nous sommes en train de vivre. C'est un moment de bascule. Et pour finir de répondre à François Hollande, il y a beaucoup de discussions en ce moment, on en parlera un petit peu de stratégie politique, notamment sur les élections municipales. Et moi, je dis très clairement... On ne parlera pas des municipales, on parlera plus de la présidentielle. De manière générale, que la gauche, si elle doit se rassembler, c'est clairement sur un terrain antifasciste. Et moi, je demande une clarification aujourd'hui, ce soir, au Parti socialiste. Sont-ils prêts à renier l'ensemble de leur histoire? Je rappelle que la SFIO, l'ancêtre du Parti socialiste, son logo, c'était 3 flèches, les mêmes 3 flèches qu'on retrouve dans le logo de la Jeune Garde, qui a une histoire antifasciste et qui d'ailleurs dépasse largement le camp socialiste. Je veux dire, un Raymond Aron était antifasciste. C'est quoi votre question, du coup? Et donc, je demande au Parti socialiste de clarifier. Soit ils sont en capacité, dans la période que nous vivons, d'exprimer un soutien clair au camp antifasciste, soit ils suivent la trajectoire qui a été ouverte par ce gouvernement qui vise à criminaliser l'antifascisme avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer. Et ce sera quoi ce qui prouvera qu'ils ont choisi leur camp pour vous? Ce sera quoi la preuve? Un certain nombre d'expressions. Et jusqu'à présent, force est de constater qu'ils ont fait un choix tout autre. Vous attendez quoi précisément? Moi, j'attends qu'ils, aujourd'hui, arrêtent de jeter des anathèmes en sous-entendant que la France insoumise finalement paye la monnaie de sa pièce et appellerait à je ne sais quelle violence, alors que je mets au défi quiconque de trouver le moindre de nos propos violents. Et deuxième chose que j'attends de leur part, c'est un soutien clair à l'antifascisme qui est aujourd'hui criminalisé dans notre pays. Mais comment? En disant quoi? En disant qu'ils sont prêts à soutenir les mouvements antifascistes qu'ils sont nécessaires dans notre pays, à l'heure où des manifestations à visage découvert font des saluts nazis dans notre pays. Alors on va revenir sur Lyon, Rémi, et l'origine peut-être de l'affaire Quentin Doran. Oui, justement, depuis les événements à Lyon, est-ce que vous avez pu vous entretenir avec la députée de votre groupe, l'eurodéputée Rima Hassan? Oui, j'ai pu échanger avec elle comme j'échange très régulièrement avec elle. Elle est choquée par ce qui s'est passé? Oui, elle était extrêmement choquée. Je me souviens avoir échangé avec elle en réalité peu de temps après que l'affaire ait été rendue publique. Je rappelle qu'elle n'en savait rien, d'ailleurs qu'elle est arrivée à l'IEP à Sciences Po Lyon après même que les faits se soient déroulés. Ils ne se sont pas tenus devant Sciences Po, donc elle-même n'avait pas la connaissance des faits. Et vous vous rendez compte à quel point elle a été traînée dans la boue, que son nom puisse être associé de près ou de loin à un meurtre, à un homicide. Et donc, elle était évidemment extrêmement choquée par la situation, choquée de ce qui s'est passé, qu'un jeune homme, quels que soient les désaccords politiques qu'on puisse avoir, qui soit mort, et en plus de cela, que son nom puisse être associé et ainsi être traîné dans la boue par l'extrême droite qui n'attendait que cela. Et justement, selon des propos rapportés par l'opinion, elle a dit vouloir garder ses distances avec la Jeune Garde. Pourquoi?
Je n'ai pas la connaissance de ces propos, donc je ne peux pas, vous savez, commenter des propos qui sont rapportés. Après, ce qu'elle a eu l'occasion de dire à plusieurs reprises, c'est que nos services d'ordre à la France Insoumise, quand nous nous déplaçons, quand nous organisons des événements, sont des services d'ordre qui sont assurés par la France Insoumise, des militants formés. En plus, en l'occurrence, à Lyon, on a un extraordinaire service d'ordre parce qu'il évolue dans un contexte que l'on connaît à Lyon, avec de nombreuses... avec en tout cas, est-ce qu'elle a lâché ceux qui ont... Non, elle n'a pas lâché. Ceux qui ont assuré son service, ceux qui ont assuré son service d'ordre à Lyon, comme à chacun de nos événements, à chacun des événements aussi auxquels je participe, sont des militantes et des militants de la France Insoumise formés au service d'ordre, qui sont formés précisément à la désescalade et à la gestion. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'elle va pouvoir continuer à tenir des conférences sur le Proche-Orient ? Bien sûr, pourquoi ne pourrait-elle pas? Vous vous rendez compte que si dans notre pays, en 2026, on ne peut plus tenir de conférences, notamment pour dénoncer le génocide qui est en cours aujourd'hui en Palestine, ce serait un recul démocratique extrêmement grave. Et ce serait une façon de donner le point aux fachos et à l'extrême droite. Vous demandez un dispositif de sécurité au gouvernement? Vous demandez au gouvernement d'assurer la sécurité de Rima Hassan? Oui, je demande à ce que le gouvernement garantissent l'exercice de la démocratie. Et que pour que la démocratie soit garantie, il faut pouvoir sécuriser nos réunions publiques, l'ensemble des événements auxquels on participe. Est-ce que vous demandez aussi à la jeune garde de ne pas se rendre auprès des réunions de Rima Hassan, puisque c'est ce qu'a l'air de souhaiter Rima Hassan elle-même? Écoutez, par ailleurs, la Jeune Garde est un mouvement qui est dissous, donc qui, en tant que tel, n'a plus d'existence en tant que mouvement. Ça n'empêchait pas ses membres d'être là. Et pour le reste, moi, je n'ai pas de consigne à donner à qui que ce soit. Ce ne sont pas des militants de la France Insoumise. Ce que je sais, ce que je peux vous dire, c'est que nous n'avons rien à voir ni de près ni de loin avec cet événement. Et ce n'est pas non plus l'événement de Rima Hassan. Et je regrette d'ailleurs, dans le déroulé des événements, qu'il n'y ait pas eu un dispositif de sécurité qui soit plus important, qui... on aurait pu imaginer, aurait pu permettre une désescalade avant ces affrontements qui ont conduit à ce meurtre. Justement, Jean-Luc Mélenchon sera en meeting à Lyon jeudi. Est-ce que vous craignez des débordements, des incidents ? Écoutez, moi d'abord, je veux dire aux Lyonnaises et aux Lyonnais que dans la période que nous vivons, se rendre à cette réunion publique, à ce meeting, est la meilleure façon de démontrer que l'antifascisme vit encore dans ce pays et que les élections municipales sont une manière d'envoyer ce message. Est-ce qu'il y a des risques? Ensuite, parce que Elsa disait il y a des risques de débordement. Est-ce qu'il y a des risques d'y aller? Pour le reste, non, il n'y a pas de risque d'y aller puisque, je vous l'ai dit, nous avons un service d'ordre à qui je veux rendre hommage parce qu'on parle assez peu. Ils sont assez discrets, vous les voyez peu en tant que journaliste et c'est tant mieux, ça veut dire que les choses se passent bien. Et vous savez, on a des dizaines et des dizaines de militants à travers le pays qui ne comptent pas leurs heures, le tout de manière bénévole. Donc rassurez-vous, il y aura un important dispositif de sécurité de notre côté et il y aura, je le souhaite, un dispositif aussi de sécurité de la police nationale. Moi, j'ai participé... Mais est-ce qu'il peut y avoir des débordements quand on voit ce qui s'est passé? Est-ce qu'il peut y avoir des affrontements Il n'y a pas de raison qu'il y ait d'affrontements. Vous le savez, nous n'avons jamais appelé à la violence, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Et je sais que nos militantes et nos militants, précisément, se placent dans un devoir de responsabilité et d'exemplarité et qu'aucun de nos militants ne pourrait faire quelconque provocation Vous souhaitez des mesures de sécurité particulières pour encadrer ce meeting? Écoutez, moi, les derniers meetings auxquels j'ai participé, notamment j'ai participé ce week-end à Fréjus, où notre meeting était menacé par le maire Rassemblement National qui appelait en filigrane ses militants à s'y joindre. J'ai eu des contacts avec les forces de l'ordre et la police nationale qui étaient présentes aux abords du meeting. Je pense que c'est à même de dissuader d'éventuelles attaques, mais il y a quand même un sujet. On parle beaucoup en ce moment des attaques dans nos meetings, mais vous savez, ça fait des mois et des mois et des mois qu'on subit des attaques, notamment de Némésis. Et vous avez peut-être vu cet article de l'Humanité qui révèle hier les méthodes de Némésis, c'est-à-dire distribuer des tracts par des jeunes femmes pour servir d'appât. Mais c'est extrêmement grave. Et Némésis devrait être dissoute. À ce propos, Elsa. Alors Mathilde Panot, hier, n'allait pas si loin. Elle disait on ne demande pas la dissolution de ce groupe, on demande l'interdiction aux abords de notre meeting. Mais comment on peut faire? Vous disiez en démocratie, Manon Aubry, des gens aussi ont le droit de s'opposer. Ça se fait beaucoup dans des meetings politiques. Les opposants, ils sont dehors, ils manifestent qu'ils ne sont pas d'accord. Non, mais que l'on puisse avoir des désaccords avec nous, j'ai aucun problème. C'est la vie démocratique. Vous le faites en m'interrogeant. Et j'aurais aucune difficulté à être confrontée sur le terrain des idées. Attention, quand on vous interroge, ce n'est pas des désaccords politiques. Ce sont des questions qu'on vous pose. Oui, mais non, parce que vous êtes, on pourrait ce que je veux dire, c'est que vous avez le droit de me challenger et j'ai aucun souci avec ça. Mais d'accord.
D'accord, Là, mais on c'est parle pas la de même sa chose. Et ça fait même honneur à votre D'accord, mais métier de c'est pas la même journaliste. chose. Mais là, on Ce parle que je veux vous dire, c'est que j'ai camp politique. aucune C'est autre difficulté, chose. mais même, là, on va organiser un débat, on sera peut-être d'accord, pas d'accord à la fin de cette émission. On peut le faire avec qui que ce soit dans la vie politique. J'ai aucune difficulté avec cela. En revanche, interrompre des réunions publiques, empêcher que ces réunions publiques se tiennent, menacer nos militants, comme ça a été le cas très singulièrement cette dernière semaine, là, oui, c'est un problème. Et quand à l'origine, vous avez des organisations comme Nemesis qui servent, je cite, d'appât, dixit, des échanges entre militantes de cette organisation, oui, ça pose un problème dans la vie démocratique de notre pays. Et on y reviendra, parce qu'on va parler justement des réunions autour des groupuscules. Vous nous direz Tout si à vous fait. voulez Hervé. la dissolution de Nemesis. La quasi-totalité des dirigeants de la France insoumise ont dénoncé, à l'occasion de ce qui s'est passé à Lyon, la violence politique, d'où qu'elle vienne, d'extrême droite comme d'extrême gauche. C'était le cas de Mathilde Panot, ici même à votre place, la semaine dernière. Vous avez également désapprouvé fortement le tabassage d'un homme à terre. Là encore, Mathilde Panot, la semaine dernière, à cette place, notamment. Et en même temps, Jean-Luc Mélenchon dit qu'il faut continuer à éprouver de l'admiration et même de l'affection, a-t-il dit, pour les militants de la Jeune Garde. Plusieurs des personnes qui sont aujourd'hui poursuivies par la justice dans l'affaire de Lyon sont des membres de la Jeune Garde, aujourd'hui dissoute, vous l'avez dit vous-même. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction énorme entre ces deux positions ? Est-ce que vous savez pourquoi la Jeune Garde a été créée en 2018, pour être très précise ? La Jeune Garde a été créée en réaction à l'ouverture de différents locaux tenus par des néo-nazis à Lyon qui menaçaient directement un certain nombre de militantes et de militants, des lieux culturels, des lieux LGBT à Lyon, et qui menaçaient, je vous donne un exemple, parmi tant d'autres pour lesquels des militants d'ailleurs de groupuscules néo-nazis sont poursuivis, l'attaque d'une conférence sur la Mais Palestine. revenons à la Lyon. question, sur une contradiction. Non, C'est un mouvement C'est une contradiction que pointe Je vous Hervé. explique, comme il je y vous en a eu explique, dans je vous l'histoire explique de ce pays. pourquoi nous resterons solidaires des mouvements antifascistes. Mais là, c'est pas, pardon, c'est pas solidaire. Bah, Là, c'est non. entre la position de principe des dirigeants de Après- la France insoumise contre la violence et l'admiration et l'affection dont parle Jean-Luc Mélenchon pour les militants de la Jeune Garde. Je le répète, n'y a-t-il pas une énorme contradiction ? Après, si vous voulez, vous pouvez faire les questions et les réponses. Mais je vous Les fais- questions. mais je vous fais ma réponse. Et à vous les réponses, bien sûr. Et donc, non, je ne jetterai jamais sous le bus, comme certains se sont empressés, le mouvement antifasciste dans notre pays, parce que vous voyez la différence entre les fascistes et les antifascistes, c'est qu'il y aura toujours des antifascistes tant qu'il y aura des fascistes. Mais le jour où il n'y aura plus d'antifascistes, il y aura encore des fascistes. Et donc, tant qu'il y aura des groupuscules dangereux qui utilisent des symboles néo-nazis, qui menacent directement, vous avez déjà discuté avec des personnes qui habitent Lyon, des militantes, des militants, sûr, mais- des LGBT, Pardonnez-moi, mais donc des là- personnes racisées qui ne se sentent pas en sécurité. Dans ce cadre, oui, je trouve légitime l'existence de mouvements antifascistes. Pour autant, je n'approuverai jamais les méthodes violentes, a fortiori le fait de tabasser un homme à terre. Et ça, Hervé. ce ne sont pas nos méthodes, nous les réprouvons. Et si la Jeune Garde a une responsabilité morale là-dedans, nous le condamnerons. À ce stade de l'enquête, plusieurs personnes sont mises en cause. Laissons la justice faire son travail. Mais Hervé. je pense que je ne peux pas être plus claire sur ma condamnation Hervé. Vous sans auriez pu réserve. être Maintenant- plus clair, mais c'est votre réponse. Chacun jugera, mais je vous pense que je ne peux pas être plus claire Hervé, parce que en vous disant que la violence vous êtes n'a jamais parlementaire. été nos méthodes. Vous êtes parlementaire, vous êtes même présidente d'un groupe parlementaire au Parlement européen. Si vous appreniez que un ou plusieurs de vos collaborateurs sont loin de Strasbourg ou de Bruxelles en train de participer à des échauffourées avec des militants politiques, échauffourées qui se terminent très mal, quelle serait, à titre personnel, votre réaction ? Eh bien, la même réaction qui a été celle de Raphaël Arnaud, qui a licencié son collaborateur avant même l'interpellation ou une éventuelle mise en examen. Pour le reste, vous êtes chacune et chacun ici salariés. Je ne pense pas que vos employeurs vous mettent des petites puces pour vous tracer, pour savoir ce que vous faites et où est-ce que vous êtes de chacun de vos faits et gestes. Il arrive Et donc, que vous ne sachiez pas où sont vos collaborateurs parlementaires. je vous confirme que je ne leur mets pas une petite puce minute par minute. Et Donc, vous ne savez mon pas. collaborateur qui est avec moi en coulisses, je pense, sera ravi de l'apprendre que je n'ai pas pour projet de le traquer minute Ça par peut le minute. rassurer, en effet. Et vous autres, en tant que salariés de vos chaînes respectives, j'imagine que vous ne seriez pas satisfaits d'une telle méthode. Pour le reste, je pense qu'on ne peut pas tenir responsable un employeur de l'ensemble des faits et gestes de son employé. C'est arrivé à bien des égards et sûrement à LCP aussi des salariés qui ont été poursuivis pour raison X, Y ou Z. Je n'incrimine pas pour autant la chaîne LCP.
Le président de la République réunit demain des membres de son gouvernement pour examiner la possibilité de dissoudre des groupuscules politiques qui gravitent autour des partis politiques, comme c'est le cas de la France Insoumise. Est-ce que vous êtes, vous, à titre principiel, favorable à l'interdiction, à la dissolution des groupes d'action qui prônent la violence en France ? Oui, à partir du moment où on peut prouver, étayer des appels clairs à la violence, évidemment, la violence n'a pas de place dans le débat démocratique, quelles qu'en soient les raisons, quelles qu'en soient les motivations. Je vais vous dire, c'est pour ça que... Donc il peut y avoir une unanimité derrière la démarche d'Emmanuel Macron, là, en l'occurrence. Il faut voir les modalités, parce que je sais aussi que trop bien ou trop mal, malheureusement, comment ce type de période peut être utilisé précisément pour instrumentaliser et criminaliser une partie du mouvement antifasciste. Vous vous souvenez peut-être des soulèvements de la Terre, association écologiste qui avait été dissoute et finalement dont le Conseil d'État avait justifié, et je pense à juste titre, que les raisons n'étaient pas réunies pour sa dissolution. Donc, vous voyez, il faut être prudent. On a un cadre qui est l'état de droit. Je souhaite qu'il soit respecté et que, dans tous les cas, la violence soit renvoyée aux poubelles de l'histoire, parce que la violence rabougrit le débat politique, elle nous met chacune et chacun en danger, et surtout, elle ne permet pas au cadre démocratique de canaliser les débats démocratiques, et c'est la moindre des choses qu'on puisse attendre. Oui, Mana Aubry, il y a une question pour vous dans le chat de Maski qui vous demande comment faire pour réorienter à gauche la fenêtre d'Overton. C'est vrai que depuis même cet événement, il y a eu un décalage vers l'extrême droite de la fenêtre d'Overton. Comment faire pour la ramener à gauche vers vos idées? Les fenêtres d'Overton, ce sont les principes qui arrivent dans le débat politique. Voilà, c'est une très bonne question, et je crois, non mais vraiment je veux le dire, parce que s'il y avait, et je vous le dis en toute humilité, une réponse toute faite et parfaite à cette question, on n'en serait pas là du débat politique et du débat médiatique. Donc on ne va pas se raconter d'histoire. Si j'avais la solution idéale, le problème serait réglé. Vous avez perdu la partie ? Non, je pense qu'on n'a pas perdu la partie, mais qu'en effet, on ne l'amène pas à armes égales. On a un premier enjeu qui est l'enjeu médiatique. Ici, je parle sur une chaîne publique qu'il faut défendre, que certains à droite et à l'extrême droite attaquent. Dans le même temps, vous avez des chaînes comme CNews, dont on a Vous étiez ce matin, hein ? Oui, moi je vais partout parce qu'il faut mener la bataille. Parce que certains refusent d'y aller. Parce qu'il faut mener... Nous n'allons que dans les matinales, mais on apprend que, par exemple... Certains refusent d'y aller totalement. Marie Tondelier, par exemple. Oui, mais si, vous savez, si on va sur les chaînes de télé, uniquement celles avec lesquelles on est d'accord, on ira dans pas beaucoup d'interviews. Donc je mène la bataille partout, mais c'est vrai qu'il y a un enjeu. Premier enjeu, c'est l'enjeu médiatique. On a une poignée de milliardaires qui possèdent 90% des médias. L'agenda médiatique est aussi façonné par ceux qui les détiennent. Et pour cela, il faut défendre l'audiovisuel public. Premier enjeu. Deuxième enjeu, quand on est de gauche, ne pas avoir peur de ses valeurs. Parce qu'à chaque fois que vous laissez céder une once de terrain, alors l'ensemble du spectre politique se déplace. Et on le voit singulièrement dans la période que nous vivons, avec cette fusion des droites et de l'extrême droite qui est en train de se dérouler sous nos yeux, à l'heure où on est en train de criminaliser l'antifascisme. Et c'est pour ça que je me bats avec tant de force pour défendre l'antifascisme. Manon Aubry, on va parler maintenant de l'Europe. Je rappelle que vous êtes députée européenne et présidente du groupe La Gauche européenne au Parlement européen, et ça fait 4 ans qu'a commencé la guerre en Ukraine. Elle va entrer dans sa 5e année demain. Le pays reste soutenu par l'Union européenne. Et il y a des réticences. Par exemple, aujourd'hui, la Hongrie bloque de nouvelles sanctions contre la Russie qui devaient être annoncées aujourd'hui. Est-ce qu'il faut de nouvelles sanctions contre la Russie ? Oui, il faut de nouvelles sanctions parce que force est de constater qu'elles n'ont pas été complètement efficaces. On en est à 19 paquets de sanctions, un 20e paquet de sanctions est en cours. Donc il faut continuer. De discussion. Je pense qu'il faut les évaluer. Un certain nombre d'entre elles, je pense notamment à la saisie des avoirs, n'a pas été complètement efficace parce qu'un certain nombre de paradis fiscaux ne coopèrent pas de la manière que l'on pourrait s'attendre. Et on touche là du doigt un sujet qui me tient à cœur, qui est la question de l'évasion fiscale et de l'opacité, qui joue un rôle, y compris dans cette guerre en Ukraine. Mais sur le principe, vous êtes d'accord pour dire qu'il faut des sanctions contre la Russie ? Mais j'en appelle aussi à la cohérence. Par exemple, la France est le premier importateur de gaz russe et finance directement, à plus de 3 milliards d'euros par an, la guerre de Vladimir Poutine. Donc les sanctions, ça devrait passer aussi par l'interdiction d'importation de gaz russe. Exactement, parce que sinon on participe du financement de cette guerre. Mais puisqu'on parle de droit international, je suis quand même sidérée
par le 2 poids, 2 mesures dans l'application du droit international. On en est, je le disais, au 20e paquet de sanctions s'agissant... Et vous êtes favorable, vous j'y l'avez suis dit. favorable, s'agissant de la Russie et son intervention illégale en Ukraine, mais 0 sanction a été prise contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou qui commet un génocide en Palestine. C'est ce que vous dites, 0 effectivement. paquet de sanctions, alors qu'il y a des poursuites par la Cour pénale internationale. Et c'est pour ça que nous avons lancé une grande initiative citoyenne européenne avec nos partis de gauche en Europe, que tout le monde peut signer. Il y a près de 500 000 signatures pour suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Et si nous arrivons au million de signatures, alors ce sera contraignant la Commission européenne devra mettre une proposition sur la table. On va revenir à l'Ukraine parce que demain, Emmanuel Macron et Keir Starmer, le Premier ministre britannique, vont faire une nouvelle réunion de la coalition des volontaires en soutien à l'Ukraine et à Volodymyr Zelensky, parce que l'un va avec l'autre. Il sera aussi présent à notre session plénière extraordinaire au Parlement européen demain matin. Volodymyr Zelensky. Oui. Tout ça pour réaffirmer donc l'engagement des 35 pays pour une paix durable. Mais pour vous, est-ce que la paix durable, ça passe d'abord par le retrait de l'armée russe des territoires qui ont été envahis depuis 2022 ? C'est une évidence. Il ne peut pas y avoir de paix sans retrait de l'armée russe des territoires qui sont occupés illégalement. Mais il ne peut pas y avoir de paix non plus sans un accord de paix négocié entre les deux parties. Et c'est là où je regrette que l'Union européenne, ces dernières années, soit quelque sorte sortie de l'histoire. Les seules initiatives de paix que l'on a vues sur la table sont celles qui ont été menées par les États-Unis, aux conditions de Donald Trump, qui, on le sait, n'est pas intéressé par la paix en Ukraine, mais davantage par l'accès aux minerais rares et aux ressources naturelles qui se trouvent en Ukraine. C'est pour ça que j'en appelle de nouveau à la Commission européenne, à Ursula von der Leyen, à la prise d'initiative plutôt que de suivre aveuglément Donald Trump. Hervé. Alors vous dites cela, mais chaque fois qu'une proposition est faite au Parlement européen pour voter des aides à l'Ukraine, y compris pour s'armer face à la Russie, la France Insoumise, votre groupe... C'est faux. Je n'ai pas encore dit. Allez-y, allez-y. Je ne suis pas encore allé au bout de ma question. Votre groupe ne s'associe pas à cette demande d'aide. En général, D'aide financière, vous voulez dire. En général, vous vous abstenez, donc vous ne participez pas à cet effort proposé par les pays européens. Est-ce qu'il n'y a pas une formidable hypocrisie là-dedans ? Finalement, si l'Europe n'avait pas aidé l'Ukraine, est-ce qu'il n'y a pas longtemps que la Russie aurait gagné cette guerre ? Eh bien, c'est tout aussi faux. Journaliste, c'est un beau métier. Il mérite d'être informé et basé sur la réalité. Savez-vous combien de textes ont été votés sur l'Ukraine depuis le début de la guerre ? Non. Une trentaine au Parlement européen et je les ai quasiment tous votés. J'ai également voté le projet de prêt à l'Ukraine qui a été voté il y a 2 mois de cela au Parlement européen. J'ai voté l'enveloppe budgétaire et je me suis abstenue sur les modalités de mise en œuvre de prêt, lesquelles modalités de mise en œuvre prévoient notamment le financement d'armes à longue portée qui pourraient toucher le territoire russe en profondeur et poser un risque d'escalade dans la guerre. Mais à aucun moment vous me prendrez en défaut de ne pas avoir aidé l'Ukraine là où c'était nécessaire. Donc mais la si France l'on veut, Insoumise est favorable à l'aide européenne pour que l'Ukraine puisse s'armer face à la Russie. la France Insoumise est favorable à l'aide militaire à l'Ukraine sous 3 conditions que je vous redonne ici avec plaisir. Comme ça, vous interrogerez de manière un peu plus informée la prochaine fois que vous aurez un orateur de la France Insoumise. On refera nos fiches. La première, c'est qu'il y a un débat à l'Assemblée nationale et un vote à l'Assemblée nationale, ce qui, il me semble, n'a pas été le cas. La deuxième condition, c'est que ça ne vienne pas au détriment de nos stocks militaires en France dans l'hypothèse d'une attaque éventuelle que l'on pourrait subir. Et la troisième raison, la troisième condition, c'est le fait de ne pas toucher en profondeur le territoire russe. Donc c'est davantage de financer des armes défensives ou des armes de courte portée. Je pense avoir été exhaustive. Là, et maintenant, vous saurez concrètement pourquoi. Non, je vous explique. Je vous explique les conditions. Pourquoi, en plusieurs circonstances, vous n'avez pas voté les textes proposés au Parlement européen. Tout à fait. Je vous explique les conditions de notre. Plus précis quand même. Je vous explique les conditions de notre soutien et chacun pourra aller vérifier. Comme je vous le disais, il y a près d'une trentaine de textes. Je les ai quasiment tous votés. Je me suis abstenue sur les modalités d'application de certains quand ils ne remplissaient pas les 3 conditions que j'évoquais. Donc vous aviez en partie raison. Elsa. On va parler des accords entre l'Union européenne et les États-Unis. Vous avez suivi la Cour suprême camouflée pour Donald Trump à invalider les droits de douane. Est-ce qu'il faut que l'Union européenne renégocie le cadre d'un accord ? Celui de von der Leyen, c'était 15% de droits de douane. Il faut renégocier un accord avec les États-Unis sur cette question ? Si je peux me permettre, c'est un camouflet pour Donald Trump. Mais c'est d'abord et avant tout un camouflet pour l'Union européenne. Sa présidente de la Commission, Ursula von der Leyen,
la majorité au Parlement, des socialistes jusqu'à la droite, qui se sont tous précipités pour reprendre l'adoption de cet accord. Vous vous souvenez peut-être, parce qu'il y a eu tellement d'épisodes où on a tendance à en oublier, Donald Trump a menacé le Groenland à la suite de la signature de l'accord entre Ursula von der Leyen et Donald Trump. Déjà, Ursula von der Leyen n'avait aucun mandat pour faire cela. Puis, menace sur le Groenland. L'accord a été suspendu côté Parlement européen. 2 semaines après, il a été repris comme si de rien n'était. Et nous, on leur disait déjà que c'était une folie. Et donc, cet accord, pour tout vous dire, il devait être voté demain dans la commission des affaires commerciales dans laquelle je siège, demain matin. Et cet après-midi, on a réussi à arracher qu'il soit de nouveau suspendu. Et j'ai envie de dire, mais que ça vous serve de leçon. Cet accord était profondément inégal. Donc il faut le mettre à la poubelle. Est-ce qu'il faut en Point barre. renégocier un accord? Est-ce qu'avec ce que Donald Trump annonce matin et soir et change d'avis du jour au lendemain, est-ce qu'il faut quand même un cadre pour savoir à quel l'Europe va être mangée, à quel coup quoi? Ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas être fait dans les conditions complètement inégales que prévoyait cet accord, c'est-à-dire 15% de droits de douane pour les produits européens qui entrent sur le territoire européen sans qu'il y ait de réciproque. Et à cela, il y avait l'engagement, vous rajoutiez l'engagement de l'Union européenne à acheter pour 750 milliards d'énergie polluante, 650 milliards d'engagement d'investissement aux États-Unis. Et donc, cet accord, il est ni fait ni à faire. Et on voit que. Mais est-ce qu'il en faut un autre? Est-ce qu'il en faut un autre? Moi, je pense qu'il faut sortir de la stratégie actuelle de l'Union européenne qui est une forte d'asservissement aux intérêts des États-Unis. Donc il ne faut pas d'accord. Donc je pense qu'en l'état, les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait un accord. Et si accord il doit y avoir, dans ces cas-là, c'est guerre commerciale, ça veut dire. Il doit être fait sur un pied d'égalité. Mais ça veut dire que pas d'accord, pas d'accord, c'est guerre commerciale. Pas d'accord, ça ne veut pas forcément dire guerre commerciale. Ce sont les règles de l'OMC qui s'appliquent. En l'espèce, il n'y avait pas d'accord commercial jusqu'il y a quelques mois de cela. Non, mais vous avez Donald Trump maintenant, et qui fait ce qu'il veut. Oui, mais c'est là où soit on se soumet aux ordres de Donald Trump et on voit les soubresauts que ça a créé ces dernières années. Mais il ne respecte pas l'OMC, donc... Soit on se donne les moyens. Peut-être que cette crise peut nous permettre de nous interroger sur notre modèle économique, notre modèle de production, notre modèle de consommation pour relocaliser nos modes de production et nos modes de consommation. Vous parliez d'Ursula von der Leyen qui est impliquée dans un autre dossier, c'est le Mercosur. Évidemment, le Mercosur. Et on voit que certaines voix s'élèvent contre Ursula von der Leyen, même pas forcément dans votre camp, ça s'élargit un peu. Est-ce que vous craignez que la Commission européenne applique l'accord sur le Mercosur, la partie commerciale, malgré le vote du Parlement qui, en saisissant la justice, suspend l'accord, mais la Commission européenne pourrait choisir d'appliquer la partie commerciale de l'accord? Je ne fais pas que le craindre, puisque la Commission européenne a déjà annoncé qu'ils allaient mettre en œuvre de manière provisoire cet accord de libre-échange avec le Mercosur, qui, je le rappelle, ça paraît assez incongru de le dire comme ça, mais qui n'a été voté par personne. Aucun Parlement national n'a été consulté sur le sujet, alors que normalement, il devrait être consulté sur le sujet. Et le Parlement européen, à mon initiative, a voté une saisie de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est notamment suspensive de la procédure d'approbation. Et la France, Emmanuel Macron a dit qu'il était contre cet accord, mais n'a pas réuni de majorité de blocage, de minorité de blocage. Jusqu'à preuve du contraire, était président de la République depuis 9 ans. 9 longues années quand il s'agit de l'avenir de la France, mais surtout 9 ans pendant lesquels il aurait pu faire en sorte de bloquer cet accord. Donc le Mercosur va s'appliquer. Donc il y a de fortes chances qu'il s'applique de manière provisoire une fois qu'un des États membres l'a adopté. C'est prévu qu'il soit adopté par le Parlement argentin, parce qu'eux ont la chance de voter à la fin du mois de mars. Et donc, en réponse à cela, j'ai initié une nouvelle saisine de la Cour de justice de l'Union européenne qui doit passer à travers les fourches codines de la Commission des affaires juridiques au Parlement européen. C'est un peu complexe. En tout cas, moi, je n'ai pas abandonné... C'est un peu complexe, mais est-ce que ça peut marcher, votre solution? Je n'ai pas abandonné la bataille. Écoutez, quand j'ai lancé la première saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, on m'avait dit que j'y arriverais pas. Résultat, j'ai gagné à 10 voix près. Donc, je n'abandonne jamais. On voit que ça ne fonctionne pas si, en fait, la Commission européenne peut faire appliquer l'accord malgré la saisine. Tout à fait, vous avez raison, mais en toute hypothèse, même si l'accord est appliqué de manière provisoire, il faudra quand même un vote du Parlement européen. Une fois que la Cour de justice de l'Union européenne aura rendu son avis, il est possible que, d'ailleurs, à travers son avis, elle conclue à l'incompatibilité de l'accord avec les traités européens. On peut penser notamment sur le principe de précaution. Donc moi, j'ai de bons espoirs que la bataille ne soit pas perdue. On nous disait il y a 10 ou 15 ans qu'elle était perdue d'avance. Bon, là, je trouve qu'on a marqué un certain nombre de points. Quand tout sera démêlé, vous viendrez nous expliquer tout ça. Avec grand plaisir. Hugo. Oui, Madame Aubry, autre question du chat de Tranche qui vous demande: et la Chine, quelle position LFI souhaite entretenir avec elle dans le contexte actuel? Il ne précise pas, mais je rajoute au niveau européen.
Alors, c'est une question très large, je pense pas Mais que vous rapide. ayez 2 heures Non. devant vous. Non, je vous l'affirme. Ça dépend sur quel sujet on parle. Sur le sujet commercial, pour faire le lien avec la guerre commerciale des États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, moi j'aurais la même réaction. C'est comment on crée les conditions de notre autonomie et de notre souveraineté. Donc comment on sort de la dépendance aux importations, y compris aux importations chinoises. Il y a quelques droits de douane qui ont été rehaussés sur les importations chinoises en matière automobile. Je pense que c'est insuffisant et qu'il faut le généraliser sur d'autres secteurs. Pour autant, on ne peut pas faire fi du rôle que joue aujourd'hui la Chine sur la scène internationale. C'est ni un allié ni un ennemi, c'est un acteur sur la scène politique, à qui, par ailleurs, on aurait plein de choses à dire en termes de violation des droits humains. Donc ça ouvre un nouveau volet. Mais je pense qu'il faut le prendre comme tel, toujours en ayant la réflexion de comment se sortir des réseaux de dépendance pour ne pas remplacer une dépendance par une autre. Alors, on va parler d'un autre pays, c'est l'Allemagne. Rémi. Le SCAF, le projet d'avion de combat franco-allemand, est quasiment au point mort. L'Allemagne s'en désintéresse, le projet est presque enterré. Est-ce que pour vous, c'est une mauvaise nouvelle ? Non, je crois que à l'origine, ce projet était voué à l'échec. Parce que. Donc c'est une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle qu'il soit abandonné? Donc c'est une bonne nouvelle. Si je dois bonne nouvelle. répondre à votre question, je pense qu'il était voué à l'échec parce qu'il n'était pas fait sur un pied d'égalité. Je ne suis pas opposée à ce qu'il y ait des coopérations au niveau européen, y compris en matière de défense, mais cela ne doit pas se faire au prix de notre souveraineté. Et quand on voit que l'Allemagne ne joue pas complètement le jeu, veut acheter des F-35 aux États-Unis, qu'elle fait le choix aussi pour son dôme de fer d'exclure les composants d'origine française, on ne peut pas jouer d'un côté la souveraineté européenne et de l'autre Donc c'est se une mettre bonne dans les nouvelle. pas des États-Unis. Rémi. Donc ça veut dire que vous êtes quand même favorable à une forme de dépendance aux États-Unis, puisque si on Non. enterre un projet franco-allemand, il reste plus que de se Non, tourner vers les et États-Unis. de nouveau, on n'est pas opposé à un projet de coopération, c'est juste qu'il a été mal construit à l'origine. Donc si demain vous venez me proposer un nouveau projet de coopération qui se fait davantage sur un pied d'égalité et non sur la base de pillage de nos données industrielles et de notre savoir-faire, je pense qu'on peut avoir cette discussion. Et d'ailleurs, je crois qu'avant 49.3, dans le PLF, ici à l'Assemblée nationale, le budget, il avait été voté, donc à la majorité des parlementaires, donc pas uniquement les parlementaires de la France insoumise, l'abandon de ce projet, précisément pour les raisons Donc c'est une évoquées. bonne nouvelle, vous dites. On va parler encore un point du Parlement européen, Elsa, sur un Assez sujet de société. rapidement, exactement, sur l'initiative My Voice, My Choice pour garantir le droit à l'avortement, dans tous les pays de l'Union européenne, que ceux qui ne peuvent pas y avoir accès dans les pays puissent aller dans d'autres pays. La Commission européenne va se prononcer. Est-ce que vous souhaitez un mot, un engagement fort du président de la République? On le rappelle, en France, on a constitutionnalisé ce droit à l'IVG, à l'interruption volontaire de grossesse. Vous l'avez dit, cette initiative citoyenne européenne est majeure. Elle vise à protéger le droit à l'avortement pour des femmes et des millions de femmes qui n'ont toujours pas accès au droit à l'avortement. Je pense à nos sœurs polonaises qui doivent voyager dans d'autres pays pour accéder à l'avortement. Je pense aux Maltaises pour qui le droit à l'avortement est interdit. Et je profite de cette antenne pour pousser un énorme coup de gueule. Vraiment un énorme coup de gueule. Parce que après la mobilisation de plus d'1 million de citoyens qui ont soutenu cette initiative européenne, le vote à la majorité du Parlement européen, la Commission européenne s'apprête à enterrer cette initiative. Et ça, c'est inacceptable. Comment se fait-il qu'en 2026, on en est encore à se battre pour ce droit le plus élémentaire à disposer de notre propre corps? Emmanuel Macron, le président de la République, peut avoir son Il mot faut à que dire. la France joue un rôle de leadership. Je veux dire, pas plus tard que la semaine Mais dernière la au France, c'est Parlement Emmanuel européen. Macron, il faut qu'il intervienne directement. Il faut qu'il intervienne. Pas plus tard que la semaine dernière au Parlement européen, vous aviez l'extrême droite, au premier rang desquels on trouve Nicolas Bay, un député du Rassemblement national, sur la liste de Marion Maréchal, mais tout ça c'est la même Oui. chose, de l'extrême droite, Mais qui vient du RN. qui déployait une immense banderole au Parlement européen avec un fœtus et qui disait que l'avortement c'est tuer des fœtus. Pour être très On en est clair, encore là. Pour être très clair, vous demandez à Emmanuel Macron d'intervenir directement dans ce processus? Oui, je demande à Emmanuel Macron de se faire le fer de lance de cette initiative pour s'assurer qu'elle ait une traduction législative. Parce que ce que propose cette initiative, c'est très simple. C'est un mécanisme financier pour s'assurer que des Polonaises puissent venir avorter en Allemagne ou en France. Elles en sont rendues aujourd'hui à ce que des députés comme moi, et je sais que ça a fait beaucoup crier l'extrême droite et que je continuerai à le faire parce que je pense que notre rôle de député, c'est de désobéir aux lois iniques, d'apporter des pilules abortives. Je l'ai
fait, je continuerai à le faire, même si c'est au mépris de la loi, parce que j'estime que les Polonaises doivent pouvoir accéder à ce droit fondamental à disposer de notre propre Manon Aubry, on va parler maintenant de politique française avec quelques Pardon, petites j'en parle questions. avec passion. Non mais je vous en prie, c'est normal, avec quelques petites questions en rafale d'actualité politique. Elsa, vous reprenez la main. Oui. Avec une motion de censure qui arrive assez inattendue, on pouvait Sur dire. la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc le Rassemblement national l'a déposée ce matin, LFI aussi. C'est sur le fond ou c'est sur la forme? On rappelle que le gouvernement est passé par un décret, pas par un vote au Parlement. Et la PPE, pour qu'on comprenne bien, on dit en fait sur la question de l'énergie, quelle part on met dans le renouvelable, dans les éoliennes, etc. Est-ce que c'est le fait de passer par un décret qui vous choque? Les deux. C'est la forme et le fond. Sur la méthode, oui, il n'est pas normal. On parle quand même d'un cadre pluriannuel. Donc, c'est pas juste ce qu'on va faire sur l'année 2026, mais ça nous engage sur plusieurs années. Donc, il n'est pas normal que la représentation nationale n'ait pas à se prononcer sur le sujet. Enfin, je veux dire, on est en train de banaliser les 49.3 à tour de bras, les décrets à tour de bras. C'est quoi l'étape d'après? On va dissoudre l'Assemblée nationale? Bon, au moins, C'est possible, ça. Vous aurez C'est déjà un- arrivé. Vous on la s'en demandez souvient. depuis longtemps, alors. Non, mais dissoudre au sens, il y aura plus d'Assemblée nationale. Ah, dans ce sens-là, Elsa. Donc, Voilà. Elsa. donc, Sur le- d'où mon inquiétude. Et sur le fond, sur le fond, certains craignaient un moratoire sur les énergies renouvelables. On voit que même le secteur dit on reste vigilant, mais finalement, il n'y a pas ce moratoire. Il y a des réorientations, notamment moins d'éoliens sur Terre, parce qu'on voit que les populations n'en veulent plus d'éoliens en mer. Est-ce que finalement, c'est pas moins grave que ce que vous aviez envisagé? c'est fou parce qu'on en est quand même à se satisfaire de trucs qui auraient pu être pires. Et donc, parce que ça pourrait être pire, il faut qu'on s'en satisfasse. Je pense qu'en termes de stratégie politique, c'est une stratégie qui est perdante. Et sur le fond, c'est assez intéressant. Moi, je le regarde en tant que députée européenne. Et la France est à la bourre par rapport aux autres États membres en matière d'énergie renouvelable. On est bien en deçà des objectifs qui sont fixés par l'Union européenne. Comme quoi, vous voyez, quand on appelle à la désobéissance, les premiers à désobéir sont en réalité ceux qui nous dirigent. Enfin, certains, c'est le charbon chez eux. Je ne sais pas si c'est mieux que ce qu'on a chez nous. Non, mais vous avez des objectifs en matière d'énergie renouvelable et ces objectifs ne sont pas remplis. Dès lors, la France est en infraction. Donc oui, il faut qu'on puisse rehausser nos objectifs en matière d'énergie renouvelable. Et j'observe que l'énergie nucléaire, par ailleurs, est une espèce de fuite en avant qui a un coût exorbitant et dont on voit bien qu'aujourd'hui, on arrive en fin de course d'un certain nombre de PR et qu'il faut trouver Donc des pour vous, il alternatives. faut sortir du nucléaire. À terme, on a terme. toujours dit que c'est pas quelque chose qui se fait Et du vous jour au lendemain. voulez que- Précisément en planifiant, c'est à ça que devrait servir cet exercice. Très vite, vous pluriannuel. voulez que vos collègues de gauche signent cette motion de censure. Les socialistes le feront pas. Les communistes, eux, ils sont plutôt favorables au nucléaire. C'est une façon de vous rabibocher avec les écologistes, de refaire front commun sur cette question? J'ai un peu du mal à réfléchir à ces questions-là de manière politicienne. Pourtant, elles Le le but, c'est sont. de rabibocher. Pourtant, elles le sont. Bah non, en fait, accepter que la politique, parfois, c'est un débat d'idées, un débat de fond, etc. Justement, les Et tant socialistes mieux, vont ça pas peut la être les deux. signer et les communistes sont Mais- pas au nucléaire. Donc il reste les écologistes. Tant mieux si les écologistes la signent. J'observe que dans la séquence et la période un peu trouble que nous avons vécue ces derniers jours, les écologistes, un certain nombre d'entre eux, pas tous, et ça n'a pas été le cas notamment de Yannick Jadot, mais d'autres n'ont pas hésité à être du bon côté de la défense du milieu antifasciste. Tant mieux s'ils peuvent nous rejoindre sur cette motion de censure. À l'heure où je vous parle, je ne peux pas vous dire, Hervé. Mathilde Panot, ma collègue ici, est en train de faire le travail Hervé. pour récolter les signatures. Vous voyez, vous arrivez parfois à vous retrouver avec les écologistes. Jean-Luc Mélenchon a tendu la main aux communistes dans la perspective de 2027. Est-ce que cette logique de rassemblement à gauche, elle ne trouverait pas un point d'aboutissement idéal dans l'organisation d'une primaire pour désigner un seul candidat Et presque à logique. gauche? Sur quel programme? Bah ça, Ah, les ce points serait communs. l'occasion d'en discuter Mais dans vous- une primaire. Vous voyez la difficulté que nous avons. En réalité, nous avions un programme commun, qui était le Mais là, programme vous avez du des nouveau points Front communs. populaire. C'est peut-être une base de départ. Que l'on ait des points de convergence avec les écologistes, tant mieux. Ça ne fait pas l'ensemble de la gauche. D'ailleurs, j'observe qu'à l'heure où on se parle, cette primaire est bien davantage une primaire du groupe écologiste qu'autre chose à l'Assemblée nationale. Parce que si mes comptes sont bons, on en est à 4 ou 5 candidats dans ce groupe écologiste. C'est la démocratie, ils ont tout à fait le droit d'être candidats s'ils le souhaitent. J'ai aucune difficulté avec cela, mais je ne crois pas que ce soit aujourd'hui la stratégie Hervé. qui sera Hervé. gagnante. Et je pense que personne n'imagine sérieusement qu'un jour, l'on puisse se ranger derrière Raphaël Glucksmann, parce Hervé. qu'on a des désaccords politiques. Le Et principe, donc, le principe d'une primaire, c'est qu'il y a des candidats et puis les adhérents ou les sympathisants votent. à la fin, Manuel donc, Valls refuse de soutenir Non, mais- Benoît Hamon qui gagne la primaire avec le Oui, résultat mais qu'on François connaît Hollande est sorti pour le d'une Parti primaire aussi socialiste. et il a gagné la Ça date. présidentielle. Donc vous voyez, Ça date depuis, ça je peut pense quand même qu'il y a des arriver. des Le refus désaccords, de la France insoumise, est-ce que c'est pas tout simplement parce que vous n'êtes pas certain que Jean-Luc Mélenchon pourrait la gagner? Moi, ce dont je suis certain, c'est de la force de notre programme.
Parce que là, vous vous répondez pas à la question d'Hervé. Non, mais si, parce que vous faites comme si Jean-Luc Mélenchon allait être candidat. Déjà, ça, c'est pas établi. Laissez-nous le temps de faire les choses les unes C'est après pas les sûr, autres. donc. C'est pas sûr. Bah, non, à ce stade, les choses ne sont pas établies. Vous-même, vous n'êtes pas certaine que ce soit le meilleur candidat? On aura notre propre calendrier de désignation de notre candidat. À ce stade, ce sur quoi nous travaillons, c'est le programme. Et j'observe qu'un certain nombre des interlocuteurs que vous évoquez, classés à gauche, eux-mêmes se sont distanciés de ce programme. À partir de ce moment-là, je ne vais pas faire croire aux gens qu'on peut être d'accord, alors que quand ils ont exercé les responsabilités, ces députés-là même n'ont pas respecté le programme du nouveau Front populaire. Moi, je resterai fidèle au programme du nouveau Front populaire. Je souhaite qu'il réunisse le plus largement possible, au-delà des rangs de la France insoumise, parce que je ne pense pas que l'on gagne une élection en étant tout seul, si ça peut répondre en partie à votre question, mais je ne crois pas non plus que ce soit en affaiblissant l'ambition de notre programme qu'on gagne aussi. Rémi. Jean-Luc Mélenchon ne cesse de répéter qu'en 2027, ça se jouera entre eux et nous, c'est-à-dire le LFI ou le RN. Ça veut dire quoi? C'est que votre stratégie, c'est d'amener le RN au second tour? Absolument pas. Si ça ne vous a pas échappé, c'est pas nous qui gouvernions ce pays. Quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il y avait une poignée de députés, une dizaine de députés du Rassemblement national. Il y en a désormais plus de 140. Donc, dans ces conditions, je ne crois pas que nous portions une responsabilité dans la montée de l'extrême droite dans notre pays. Je pense que ceux qui nous ont gouvernés et qui ont fait la courte échelle, y compris sur les thèmes de l'extrême droite, quand on a un ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, pour ne pas le citer, qui disait abat le voile ou qui parle de français de papier, je pense précisément, pour en revenir à la fenêtre d'Overton, que c'est aussi comme cela que la fenêtre d'Overton a été déplacée. Est-ce que ça veut dire que le RN est votre adversaire préféré, entre guillemets? Non, moi, celui qui vous donne le plus de chances peut-être de gagner? C'est mon pire adversaire sur le terrain des idées. Et précisément parce que je sais le danger qu'il représente dans notre pays, que je veux mettre toutes mes forces dans la bataille pour faire en sorte que l'on puisse l'emporter sur le Rassemblement national. Aussi, de nouveau, là, c'est la chance que j'ai de parler en tant que députée européenne, la chance ou je sais pas, la malchance, mais de voir la manière dont la fusion des droites s'opère partout en Europe, au Parlement européen, mais aussi dans un certain nombre d'États, en Italie, en Suède, en Finlande, que je vois les dangers que cela représente. Et forte de cette expérience-là dans ces pays, je souhaite qu'on ne répète pas les mêmes erreurs en France, à commencer par tourner le dos à nos valeurs et à notre ambition. Pour être élu et pour accéder au second tour, Jean-Luc Mélenchon devra rassembler au-delà de son propre camp. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il en est capable? Je pense qu'il en est capable. Je pense qu'on n'a jamais démarré une campagne présidentielle dans des meilleures conditions que cela. On n'a jamais démarré une campagne présidentielle en ayant autant de députés. 70% de taux de rejet de Jean-Luc Mélenchon, ça c'est pas un handicap dans l'objectif de rassembler au-delà de ses propres les pourcentages de taux de rejet de sondage. C'est inédit. Je m'en tiens assez à distance parce que c'est ces mêmes sondages. C'est la personnalité politique la plus rejetée des Français. Oui, mais en même temps, si vous limitez du matin au soir, vous dites qu'il est responsable de ci, de ça, des violences, de machin, forcément, ça n'aide pas. Une fois qu'on aura le débat... Non, ce que je souhaite, c'est une campagne présidentielle. L'avantage d'une campagne présidentielle, c'est qu'en général, autant que faire se peut, ça se déroule sur le terrain des idées. Et une fois que cette campagne présidentielle aura démarré, alors chacune et chacun fera campagne sur le terrain des idées. Et je crois en notre capacité à rassembler parce que l'augmentation du salaire minimum, la retraite à 60 ans, la planification écologique... Toutes ces propositions-là, je crois qu'elles ont une vocation majoritaire dans le pays. Ce sera le programme. Mais l'élection tranchera, je suis une démocrate. Manon Aubry, on va accueillir dans un instant l'invité face à vous pour parler d'agriculture et son portrait est signé Marco Pommier. Face à vous, Manon Aubry, une figure montante du monde agricole français. Exploitant dans le Loiret, syndicaliste engagé, il est vice-président des jeunes agriculteurs, mais aussi président de la Chambre d'agriculture du Centre-Val de Loire, à seulement 32 ans. Une grande fierté et puis en même temps un message comme quoi ce que porte mon syndicat, les jeunes agriculteurs, est en adéquation sans doute avec les priorités des agriculteurs. Message sur l'adaptation au changement climatique. Un message sur l'adaptation au changement climatique, sur l'eau notamment, en appelant à une gestion plus équilibrée, mais sans mettre en péril les productions. Ce soir, Manon Aubry, il vous interpelle aussi sur l'acétamipride, insecticide interdit en France depuis 2018, mais toujours autorisé dans l'Union européenne jusqu'en 2033. La loi du plomb voulait réautoriser son usage en France de façon dérogatoire, mais le Conseil constitutionnel a censuré la mesure.
Notre invité réclame des règles communes en Europe. J'utilisais de l'acétamipride, en effet, comme l'ensemble des producteurs de betteraves en Europe. Et c'est là une des problématiques qu'essayait de résoudre la loi Duplon, c'est de mettre sur un pied d'égalité les agriculteurs français avec leurs concurrents européens. À partir du moment où on est dans un marché commun, on doit avoir des règles communes. Autre sujet de crispation, la PAC, la politique agricole commune. Il dénonce un soutien trop déséquilibré entre les régions. Aujourd'hui, une exploitation en Centre-Val de Loire touche 2 fois moins d'aide qu'une exploitation bretonne ou rhône-alpine. Face à vous, Maxime Buizard-Blondeau. Et Maxime Buizard vient sur ce plateau de LCP, l'indice et politique. Vous saluez Manon Aubry. Bonsoir, merci. Vous étiez au centre d'agriculture, j'imagine, il y a quelques minutes. Je vous laisse vous installer. Donc vous êtes en plein dedans. D'abord, c'est votre métier. Ensuite, vous étiez tous les deux au centre d'agriculture. On ne va pas parler du salon spécialement, mais des enjeux autour, notamment la politique agricole commune. Vous avez en face de vous une députée européenne. Bonsoir Manon Aubry. Bonsoir. Première question, vous étiez au salon de l'agriculture aujourd'hui. Vous n'êtes pas venu voir mon syndicat. Les jeunes agriculteurs. Les jeunes agriculteurs, je voulais savoir si vous choisissiez vos interlocuteurs pour discuter de l'avenir de l'agriculture française et de l'agriculture européenne. Non, je serais ravie de continuer à échanger avec vous. J'ai déjà eu l'occasion à de nombreuses reprises de rencontrer tant les jeunes agriculteurs que la FNSEA. On peut avoir un certain nombre de points de désaccord, on en aura certainement dans le débat. On peut aussi avoir un certain nombre de points d'accord sur la politique agricole commune. Je crois qu'on a un certain nombre d'inquiétudes, on peut en discuter. Et là, c'est encore mieux. La discussion pourra se tenir devant témoins faisons-le, et publiquement. c'est l'heure de rattrapage. Donc avec grand plaisir. Maxime Buizard, c'est l'heure de rattrapage. La Commission européenne a annoncé au mois de juillet dernier le cadre financier pluriannuel qui va guider la politique européenne dans les prochaines années avec un budget en baisse et un budget laissé à la main des États membres. Comment comptez-vous faire pour préserver le projet agricole européen, le fondement de l'Union européenne ? Aujourd'hui, on voit peu de mobilisation de la classe politique de manière générale. Je veux dire que la classe de gauche radicale, pas particulièrement. On entend beaucoup parler des sujets internationaux, des sujets d'identité et de société. On ne voit pas aujourd'hui la France insoumise très mobilisée pour défendre une agriculture européenne ambitieuse, compétitive, y compris performante sur des questions environnementales et sociales. Alors, pour ceux qui ne suivent pas le détail de la manière dont ça se passe au niveau européen, je vous inviterai avec grand plaisir à venir au Parlement européen. Oh, vous y allez, j'imagine, régulièrement. Parce qu'en l'occurrence, on est parmi les premiers mobilisés contre ce cadre financier pluriannuel. Vous avez raison de le mentionner, c'est ça qui fixe le budget sur plusieurs années. Et en l'espèce, il prévoit une baisse des fonds de la politique agricole commune de 13%. Et je crois qu'on a été le premier groupe à dénoncer la baisse de ces fonds, à laquelle s'ajoute la renationalisation de la politique agricole commune, qui donne, et c'est ce que vous évoquiez, je pense, en filigrane, qui est une forme de mise en concurrence entre États, parce que le plus on laisse aux États membres la liberté de définir la mise en œuvre de la politique agricole commune, le plus de différences il peut y avoir entre États, et à la fin, on va se retrouver avec une politique agricole commune qui n'a de commune que le nom, donc déjà devrait se renommer politique agricole, et oui, nous nous battons à la fois contre la baisse de ces fonds et contre la renationalisation. Pour le coup, je pense que le constat, on le partage, mais l'inquiétude du monde agricole et des agriculteurs français de manière générale, elle est là. C'est que non seulement on a un budget en baisse, alors que les enjeux augmentent, déjà de rémunération des agriculteurs, de maintien du revenu, c'est la première vocation de la PAC, d'adaptation de nos exploitations et de nos filières agricoles, adaptation au changement climatique et ses conséquences, adaptation aussi aux évolutions de consommation. On mange de moins en moins de viande rouge, de plus en plus de viande blanche. Honnêtement, on a fait des mobilisations à Strasbourg, on a fait des mobilisations à Bruxelles, on a fait je ne sais combien de mobilisations en France. On a l'impression qu'on n'arrive pas à se faire entendre par le pouvoir politique européen. Comment pouvons-nous faire pour être entendus par nos décideurs européens, par la Commission, par le Parlement ? Peut-être qu'on peut s'appuyer sur une bataille victorieuse. Il n'y en a pas beaucoup ces derniers mois et ces dernières années. Je pense à la bataille qu'on a menée sur, on l'évoquait un petit peu avant, sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Quand on a démarré le travail pour saisir la Cour de justice de l'Union européenne, moi, on m'avait dit, tu n'y arriveras jamais à réunir une majorité. Bon, on a eu 160 signataires de la résolution, et puis on a eu une majorité à 10 voix près. Et si on a eu une majorité, c'est aussi parce qu'il y a eu une mobilisation des agriculteurs, et que nos intérêts ont été en quelque sorte convergents, nous, décideurs européens, pour lesquels, y compris pour moi, qui suis dans l'opposition par rapport à la majorité actuelle, parfois on a du mal aussi à se faire entendre. Et je pense quand il y a une convergence des mobilisations du secteur agricole avec une mobilisation des élus, c'est là que l'on peut peser de tout notre poids à un moment où parfois la Commission européenne
tournent le dos à la réalité du terrain et du monde agricole. Alors on va parler maintenant d'un autre sujet, parce que c'est revenu dans l'actualité, c'est l'acétamipride, à travers la loi Duplon 2, puisque Laurent Duplon, sénateur LR, relance l'idée de réautoriser l'acétamipride qui est utilisé essentiellement dans les champs de betteraves, et ça vous importe ce sujet? Ce qui nous importe, c'est qu'on a parlé d'une politique agricole commune. En l'occurrence, on est dans un marché commun. Nous n'avons pas la capacité à réglementer les flux de produits à l'intérieur de l'Union européenne. Aujourd'hui, sur 27 pays dans l'Union européenne, 26 ont droit d'utiliser l'acétamipride pour protéger leur culture, notamment les betteraves et les noisettes. Un seul pays l'interdit, et l'interdit non pas pour l'avis d'une autorité sanitaire, mais pour un avis politique. C'est un choix non pas scientifique, mais politique que d'interdire l'acétamipride en France. Une première loi a été déposée, elle a été rejetée. Une deuxième vient au débat à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous seriez prêt à réautoriser, dans les conditions préconisées par l'ANSES, l'utilisation de l'acétamipride en France ? En l'occurrence, vous parliez de consensus scientifique. Je crois qu'il y a un certain nombre de scientifiques qui se sont élevés sur les dangers de l'acétamipride, que ce soit des sociétés. Il y a 20 sociétés savantes, le conseil scientifique du CNRS, le Conseil national des ordres des médecins. Tous ont pointé du doigt la responsabilité que peut jouer l'acétamipride, à la fois sur le fait de décimer les insectes, les oiseaux pollinisateurs, etc., mais aussi les risques que ça fait porter. Mais ce que vous pointez du doigt, c'est autre chose, vous. Considérez du coup que notre manière de valider des autorisations de mise sur le marché actuelles, l'EFSA et l'ANSES, ne sont pas pertinents. Et donc, il faut remettre en cause le système d'homologation des produits phyto. Parce qu'aujourd'hui, l'EFSA, donc l'autorité européenne sanitaire, et l'ANSES, l'autorité nationale, n'ont pas émis de réserve sur l'homologation de l'acétamipride dans certains seuils, avec un encadrement comme toutes les molécules phytosanitaires qu'on utilise. Donc, vous considérez que l'ANSES n'est plus légitime pour autoriser les mises sur le marché. Aujourd'hui, la vérité, c'est qu'il y a un certain nombre de scientifiques qui se sont exprimés sur les risques et les dangers potentiels que cela comporte, y compris d'ailleurs pour les agriculteurs eux-mêmes, qui sont souvent les premières victimes. On connaît la prévalence d'un certain nombre de cancers, la prévalence de la maladie de Parkinson chez les agriculteurs. Donc l'enjeu, c'est de protéger d'abord et avant tout les agriculteurs, et ensuite, évidemment, les consommateurs. Mais là où je vous rejoins, et je comprends votre inquiétude, et je veux vous le dire en toute sincérité, c'est la concurrence déloyale à laquelle vous êtes exposé. Moi, je comprends ce que vous pouvez exprimer en disant si nous, on a des règles, mais que les pays voisins n'ont pas les mêmes règles et que ces produits arrivent sur le marché français, ce sera hypocrite parce que si on consomme ces produits avec pas les mêmes règles, ça veut dire que on ne sait pas quel est le niveau de danger. Et deux, c'est une concurrence déloyale. Oui, mais alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'autoriser dans toute l'Europe ou il faut l'interdire dans toute l'Europe? Je pense que... Vous direz votre avis. Je pense que, il faut se poser la question à l'échelon européen. Et deux, c'est-à-dire quoi? Il faut l'interdire au niveau européen? Je pense qu'il faut l'interdire au niveau européen. Et de deux, vous vous souvenez peut-être... C'est là que vous n'êtes peut-être pas d'accord avec Maxime Zerre qui, lui, veut de l'acétamipride. Après, on va arriver à l'intérêt et aux alternatives de l'acétamipride, qui a aussi un débat intéressant. Mais je termine juste par... je me souviens, Sébastien Lecornu, qui, justement, il y a quelques mois de cela, a dit qu'il était possible, au moment où on parlait des mesures de sauvegarde sur le Mercosur, de faire des mesures de sauvegarde sur le Mercosur à l'échelon franco-français. Pourquoi ce qui serait possible de faire sur un certain nombre de produits et de denrées qui seraient en provenance des pays d'Amérique latine, pour lesquels les normes phytosanitaires sont aussi extrêmement différentes. Un tiers des pesticides autorisés au Brésil sont interdites dans l'Union européenne. J'observe que ce qui est possible vis-à-vis d'un certain nombre d'États ne serait pas possible vis-à-vis d'un autre. Parce que c'est l'Union européenne. On ne peut pas distordre le marché commun à ce point-là, sauf à ça a été fait dans le passé, sur les cerises et d'autres denrées agricoles de manière spécifique. Revenons à l'acétamipride. Les moyens de faire de chantage comme ça. Revenons à l'acétamipride. Ma question, et mon interrogation, c'est que vous n'êtes pas compétente et que je ne suis pas compétent pour dire si l'acétamipride est dangereux pour l'homme et dangereux pour l'environnement. Il y a des scientifiques pour ça, il y a des agences pour ça, en l'occurrence une agence européenne et 27 agences nationales. Les agences nationales ont autorisé l'homologation de ce produit. Les hommes et les femmes politiques en 2016 puis en 2018 ont décidé de l'interdire. Je pense que c'est une intervention du politique qui n'est pas légitime parce que si on commence à le faire sur un produit phytosanitaire... Alors juste pour être très clair, vous estimez que l'acétamipride devrait être autorisé dans toute l'Europe? C'est pas à moi de le dire. Je dis qu'en fait, oui, mais on a comment des on sort agences, non, mais on vous a dites des agences sanitaires qui doivent faire leur travail. C'est aux politiques de... Oui, mais attendez, on ne comprend pas bien. Je vous dis, on ne comprend pas bien parce que vous dites, nous on la veut en France,
parce que les autres pays européens l'utilisent. Donc si vous voulez plus de distorsion, il faut que ce soit autorisé partout. Il y a deux sujets. Il y a un sujet, c'est pas aux parlementaires de décider quels sont les produits auxquels on a droit ou pas. C'est à eux de fixer les règles qui encadrent les agences. Et c'est aux scientifiques dans les agences de déterminer si un produit respecte ou non ces règles. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est de comment fonctionne notre marché commun et à quel point on est intégré. Et je trouve ça incohérent qu'on ait un marché commun, mais 27 homologations de produits phytosanitaires. Et à Jeunes Agriculteurs, on pousse une homologation unique à l'échelle européenne, avec des critères exigeants. C'est ce qu'on appelle l'harmonisation par le haut de l'ensemble des produits phytosanitaires auxquels ont droit les agriculteurs européens, qu'ils soient italiens, français ou espagnols. Je voudrais juste vous faire réagir rapidement sur le fait que ce que dit Maxime Buzyn, ce n'est pas aux parlementaires de décider de normes sanitaires. Oui, j'avoue que ça m'a fait réagir. Pour être très complet, vous avez dit c'est aux parlementaires de fixer les règles qui encadrent et ensuite aux scientifiques de l'appliquer. Je ne veux pas déformer vos propos pour la clarté du débat, mais moi, je pense que c'est le rôle des parlementaires de prendre les devants. Il y a un principe qui est constitutionnalisé d'ailleurs dans le droit européen, qui est le principe de précaution. On s'est aperçu sur un certain nombre de produits phytosanitaires, des dangers que ça a pu comporter. On pense notamment aux Outre-mer, pour ne prendre que cet exemple, le glyphosate sur lequel on est progressivement revenu, on a augmenté l'encadrement. Donc je pense que ce principe de précaution devrait être observé. Bien. Et sur l'utilisation de l'acétamipride, je crois que vous n'avez pas pu en utiliser en 2025 et pour autant le rendement, par exemple sur les betteraves, n'était pas pour autant mauvais. On ne va pas aller là-dessus, on ne va pas continuer là-dessus. Vous avez réussi à produire aussi sans cet acétamipride. Et donc s'il y a des alternatives qui existent, ce serait dommage. Le sujet, c'est l'eau, la gestion de l'eau et l'utilisation de l'eau par les agriculteurs. Une question, une réponse. Aujourd'hui, dans les agences de l'eau, donc le gouvernement de l'eau à l'échelle de chaque bassin, les agriculteurs représentent à peu près 60-65% de la consommation d'eau dans un territoire. À l'agence de Loire-Bretagne, les agriculteurs représentent 8 voix sur 182. Nous sommes les premiers consommateurs d'eau, les premiers responsables aussi de l'usage de l'eau. Aujourd'hui, nous n'avons pas une voix suffisante pour débattre et échanger avec les représentants des collectivités, avec les autres acteurs économiques, avec les représentants du consommateur, avec l'État. Est-ce que la gouvernance de l'eau, qui doit être un point de consensus, parce que l'eau est un enjeu très important aujourd'hui, il le sera encore plus demain, est-ce que la gouvernance de l'eau, vous êtes prêt à en discuter, à la faire évoluer? 30 secondes, vraiment. Bah, vraiment. Là où je vous rejoins, c'est que c'est un enjeu majeur et c'est l'enjeu de demain. Là où, en revanche, je suis en désaccord, c'est que ça concerne l'ensemble de la société et qu'on ne peut pas laisser uniquement les agriculteurs gérer sa gouvernance. La France a été poursuivie par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment, par exemple, pour un taux de nitrate trop élevé dans l'eau. Et donc, il y a un véritable enjeu à sécuriser nos cours d'eau. Et pour cela, ça doit impliquer bien au-delà du secteur agricole, même si, évidemment, les agriculteurs doivent être associés. Essayer de faire court. Un mot. Nous impliquer, c'est pas nous laisser représenter que 5% des sièges aujourd'hui. Voilà. Vous comprenez bien que la meilleure manière de nous impliquer, c'est de nous associer à la prise de décision. Et vous comprenez bien que si on ne prend en compte que les intérêts agricoles et pas les intérêts sanitaires et environnementaux, on ne traite qu'une toute petite partie de la question de la gestion de l'eau. Eh bien voilà, on a traité quelques thèmes en quelques minutes, mais ça va se poursuivre puisqu'il y a le salon de l'agriculture, vous avez le temps dans les coulisses de l'agriculture d'y revenir sur ces sujets. Puis j'ajoute cette dernière minute via l'AFP, la famille de Quentin Dombranque, dont on a beaucoup parlé par la voix de son avocat, dénonce à l'instant la récupération et les débordements de la manifestation de Lyon samedi. Merci Manon Aubry d'avoir accepté notre invitation dans l'Indice et politique. Merci Maxime Buzyn aussi d'être venu en dernière minute pour débattre avec Manon Aubry. Bonne soirée sur LCP et à lundi prochain pour un prochain numéro de l'Indice et politique.